Alors, nous allons faire un tutoriel sur le modèle de boîte. Alors, pourquoi des boîtes? De quelle boîte parle-t-on? On va essayer de répondre à ces questions. Alors, lorsque l'on code un élément en HTML, il va occuper un espace rectangulaire, sur un écran de visualisation. Eh bien, c'est de cet espace rectangulaire dont on parle, et c'est ce que l'on appelle la boîte. Alors, pour illustrer cette affirmation, j'ai implanté un paragraphe avec des liens dans un morceau de code, et j'ai demandé d'avoir des bordures autour. Donc ici, le paragraphe, le lien, et en CSS, la demande de bordure et de padding au niveau du paragraphe, et la demande de bordure au niveau du lien. Donc, on va voir, bien entendu, apparaître des boîtes. Donc, pourquoi des boîtes? Eh bien, parce que vous voyez que l'espace occupé par un élément HTML est rectangulaire. Et ensuite, de quelle boîte parle-t-on? Eh bien, on parle des boîtes générées par les éléments HTML qui sont implantés dans le code. Alors, ces boîtes ont bien entendu des caractéristiques géométriques. Et on peut accéder à ces caractéristiques avec des propriétés CSS. Donc pour cela, on a besoin de noms de propriétés. Alors, les noms utilisés sont le padding, le border, le margin, le width et le height. Alors, on va voir sur ce schéma à quoi ça correspond. Alors, dans une boîte, il y a du contenu. Ce périmètre-là en pointillé délimite la zone de contenu. Alors, le programmeur peut intervenir en CSS pour donner une largeur à cette zone de contenu. Pour cela, il utilise la propriété width, et il peut utiliser la propriété height pour donner une hauteur à cette zone. Alors, il faut bien comprendre que ce périmètre en pointillé, là, n'est pas tracé. Il délimite la zone de contenu, c'est pour ça que je l'ai mis, mais il n'est pas tracé. On peut regarder là, à l'aide des outils Webmaster. Regardez, ça correspond à la zone en bleu. Donc si je lève le ciblage là, vous voyez bien que la zone en bleu, il n'y a pas de pointillé autour. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors maintenant, si on s'écarte de cette zone de contenu, on s'écarte ici, on va vers une marge intérieure. Une marge intérieure qui entoure la zone de contenu. C'est la propriété CSS padding qui permet de gérer cette marge intérieure. Alors autour, à nouveau, il y a la bordure. Alors là, il s'agit de la bordure physique, c'est-à-dire de la bordure qu'on a vue tout à l'heure, celle-ci en vert ou celle-ci en rouge. Alors, avec la propriété border, on peut gérer l'épaisseur de la bordure, le type de bordure, c'est-à-dire des pointillés avec un tiret et une liste d'autres, on verra tout à l'heure, et on peut gérer aussi la couleur. Si on s'écarte à nouveau, on trouve ici une marge, cette fois-ci une marge extérieure, qui est gérée par la propriété CSS margin. Donc, à l'aide de ces 5 propriétés, on peut gérer la géométrie d'une boîte. Alors ce ne sont pas les seuls, il y a beaucoup d'autres, mais ce sont les propriétés essentielles. Alors essayez de vous souvenir de deux choses. Les dimensions width et height correspondent aux dimensions du contenu. Ne faites pas de confusion. Certains pensent au départ que le width et le height c'est la taille totale de la boîte. C'est pas le cas, c'est la taille du contenu, il faut s'en souvenir. Ensuite pour les marges, partez du border ici. À l'intérieur, vous avez la marge intérieure. À l'extérieur, vous avez la marge extérieure. Donc c'est un moyen pour ne pas mélanger les deux. Alors ces conventions, elles peuvent être changées en utilisant la propriété box sizing. On peut prendre d'autres références ici. Bon, on ne le fera pas ici, c'est une présentation du modèle de boîte, mais sachez que ça existe. Alors comment dimensionner le contenu d'une boîte ? Alors, j'ai répondu en partie à la question tout à l'heure en me disant qu'il fallait utiliser les propriétés width et height pour dimensionner la boîte. Alors, bien entendu, ça reste vrai. Alors, il y a quand même une petite précaution à prendre. Il faut avoir une boîte générée par un élément de type bloc pour que ces deux propriétés puissent s'appliquer. Bon, ceci étant dit,
Je vais mettre une contrainte sur la largeur de ma boîte, ici. Donc je demande une boîte d'une taille de 80% de la fenêtre. Alors qu'est-ce qui se passe si je réduis maintenant la taille de la fenêtre? Donc regardons ici, vous voyez qu'au fur et à mesure que je réduis la largeur, c'est la hauteur qui augmente. Donc là, j'ai pas de problème, le contenu reste bien dans la boîte, il n'y a pas de souci. Donc, je passe maintenant à l'autre possibilité, je mets une contrainte sur la hauteur. Donc ici, je regarde dans le code, je demande d'avoir une hauteur de 100 pixels. Donc bien entendu, là je vais faire la même manip, je vais essayer de rétrécir ma boîte. Alors la hauteur étant limitée à 100 pixels, il arrive un moment où forcément le contenu déborde. Alors ça, vous vous doutez bien que c'est pas acceptable et il va falloir gérer le débordement de ce contenu. Alors ce débordement, il peut être évité et on va regarder comment gérer ce débordement parce qu'il y a différentes solutions. Alors déjà, il faut utiliser la propriété overflow et lui affecter une valeur. Alors la première valeur que vous pouvez affecter, c'est la valeur scroll. Dans ce cas, des barres de scrolling sont systématiquement mises en place, qu'il y ait débordement ou pas. Donc je vais montrer le code malgré tout, vous voyez, donc ici on est en overflow scroll, on est sous Chrome, et des barres de défilement donc sont mises en place, des barres de scrolling sont mises en place, qu'il y en ait besoin ou pas. Ce qui est quand même un peu dommage. Ensuite, vous pouvez demander que le contenu qui dépasse soit caché. Alors pour cela, vous utilisez la valeur hidden pour la propriété overflow. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe si je réduis la taille de la fenêtre? Vous voyez, à partir du moment où je déborde, le contenu est coupé. Bon, ça aussi, ça peut être gênant. Hein. Bon. Donc il y a une troisième possibilité, c'est de laisser faire le navigateur. Alors pour cela, on met la valeur auto à la propriété overflow, ici. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on réduit la taille de la fenêtre et la barre de scrolling apparaît lorsque c'est nécessaire. Alors ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement par défaut de Chrome, c'est aussi celui de Firefox. Je ne suis pas allé voir sur tous les navigateurs ce qui se passe. Bon, personnellement, je préfère cette solution. Alors on va regarder des exemples où on règle le padding et le margin. Alors pour cela, je vais utiliser donc les deux propriétés CSS, padding, margin, et je vais donner des valeurs. Je vais donner des valeurs en EM. Bon, j'ai déjà dit dans un tuto précédent ce que c'était. Donc on y va, le padding ici. Alors on va regarder ce que c'est. Je vais cibler, hein, et je vais vous montrer. Vous voyez ici, il apparaît la zone en bleu qui correspond donc à ma zone de contenu, et en vert, il y a la marge intérieure dont je viens de donner la valeur. Alors, je peux faire aussi, je peux donner aussi une valeur de margin. Ici, je vais cibler aussi. Donc, vous voyez là, il n'y a pas de marge intérieure. On saute directement à la bordure puisqu'il n'y a pas de padding. Et on voit en orange là, la marge extérieure. Bien, on va passer maintenant à la gestion de la bordure. Alors, comment gérer le border? Alors, on a vu tout à l'heure qu'avec la propriété CSS border, on pouvait régler l'épaisseur de la bordure, la couleur de la bordure, et j'ai parlé aussi de type de la bordure. On va voir ici qu'on parle plutôt de style. Alors, soit on passe par la propriété border et on précise les trois valeurs, comme on a fait jusqu'à maintenant, soit on passe valeur par valeur, on gère valeur par valeur, et à ce moment-là, il faut utiliser les propriétés adéquates. Donc pour le style, on utilise border style, pour l'épaisseur du trait, on utilise border width, et pour la couleur, on utilise border color. Ça, c'est au choix. Donc, on va commencer par la propriété border style. Alors, pour choisir le style de la bordure, il suffit de mettre le nom du style au niveau de la propriété border style. Alors, vous avez ci-dessous l'ensemble
pardon, des styles disponibles. On va regarder ici. Donc vous avez le style solide, qu'est-ce que ça fait? Le dot, des pointillés, le dash, des tirets, des doubles, donc là vous avez deux traits, et ensuite ridge, groove, inset, outset. Donc ces styles fonctionnent sur à peu près tous les navigateurs. Alors attention cependant, si vous mettez une épaisseur de trait trop fine, vous ne verrez pas apparaître certains effets. Si vous mettez une épaisseur ici de 1 pixel et que vous demandez 2 traits, eh bien vous ne le verrez pas. Donc il faut juste prendre cette précaution parce que sinon vous risquez de vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas. En fait, c'est tout simplement parce que le trait n'est pas assez épais. Bien. Alors, pour choisir l'épaisseur, on a vu tout à l'heure qu'il fallait mettre une valeur à la propriété border width. Pour choisir la couleur, il faut mettre une valeur ici à la propriété border color. Et enfin, on revient sur l'autre manière de procéder, c'est-à-dire choisir les trois d'un seul coup. À ce moment-là, vous précisez border et dans l'ordre, attention, dans l'ordre, vous mettez l'épaisseur, le style et la couleur. Alors, border, margin, padding, vous pouvez avoir besoin d'être plus précis, d'être plus sélectif. Alors vous pouvez travailler sur un seul côté de la bordure ou sur un seul côté d'une marge. Bien sûr, vous devez préciser lequel. Alors pour cela, il faut rajouter un petit mot supplémentaire là, à droite des propriétés. Alors ce petit mot, ce sera, si c'est la marge intérieure supérieure, ce sera padding-top. Si c'est l'inférieur, ce sera padding-bottom. Si c'est la droite, ce sera padding-right. Si c'est la gauche, ce sera padding-left. Alors ce sont les mêmes petites extensions pour border et margin, vous vous en doutez. Alors ici, on a fait un exemple. J'ai travaillé ici sur le border top. Je l'ai mis à 10 pixels et évidemment, vous voyez l'effet sur la page. Alors maintenant, on va voir la dernière petite particularité en matière de padding et de margin. On peut travailler avec des notations courtes, des raccourcis. On peut travailler avec plusieurs valeurs. Alors si vous le souhaitez, vous travaillez avec deux valeurs. Ici, vous avez un padding où il est précisé un rem, 3 rem. Alors la première valeur va concerner le couple top-bottom. La deuxième valeur va concerner le couple left-right. Alors vous pouvez aussi travailler avec 4 valeurs. À ce moment-là, vous précisez les 4 valeurs l'une après l'autre et ça correspond toujours à cet ordre-là que vous pouvez retrouver, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous partez du top, ensuite du right, puis le bottom, puis le left. Donc vous avez cet ordre-là. Top, right, bottom et left. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.